était différent du montant qui était dans les valises. C'est-à-dire qu'on avait prévu des expéditions par tranche de 10 millions de dollars et que comme cette fois-ci il y avait eu un retard, on a affrété un petit avion, que pour rentabiliser cet affrètement, il paraît que le convoyeur il a décidé d'aller prendre 20 millions de dollars, comme on prendrait 2 régimes de bananes en plus, ou bien je ne sais pas, 4 noix de coco en plus, comme si c'était des montants ridicules, qu'il est parti prendre 20 millions de dollars au lieu de 10 millions de dollars pour le transporter à l'extérieur. Au nom de quelle urgence on procède de cette façon, on bypass des procédures normales qui sont établies, semble-t-il, au niveau de la Banque centrale et qui réglementent les relations entre la Banque centrale et la société qui convoie les fonds, parce que cette fois-ci, elle est un peu en retard et au lieu de prendre 10 millions, elle va prendre 20 millions, elle les transporte, alors que les documents à sa possession concernent un montant de 10 millions de dollars. Donc on en est à des situations où il y a beaucoup de légèreté et les réactions de la Banque centrale nous amènent, nous, à nous interroger davantage plutôt qu'à nous apaiser. Et nous avons donc le sentiment que toutes les rumeurs que nous entendions dans le passé et qu'on n'a pas voulu nous formaliser, puisque ces rumeurs n'étaient pas basées sur des faits établis et sur des documents palpables, mais toutes ces rumeurs s'avèrent donc plus ou moins fondées. On nous a toujours dit qu'il y avait une fuite massive de capitaux. On a toujours dit que l'or, le diamant, les dollars sont perpétuellement en train d'être transférés à l'extérieur de la Guinée, dans des valises, dans des cantines, et que cela ne suivait pas des circuits officiels, mais je dirais en quelque sorte grâce à Ebola, parce que finalement, c'est parce que Emirates n'a pas pu atterrir en Guinée du fait de l'affaire Ebola, à quelque chose va les répondre. Grâce au moins à Ebola, on sait aujourd'hui que ces circuits existent et qu'on a un réseau de fuite de capitaux est en train de fonctionner à plein régime en République de Guinée, pendant que les Guinéens sont en train de souffrir du manque de moyens, du manque de ressources, avec un taux de croissance qui va devenir probablement presque nul cette année du fait de la fièvre Ebola de la malgouvernance. Aujourd'hui, cette année en 2014, alors qu'on s'attendait à un taux de croissance entre 3 et 4%, nous sommes certains qu'on n'aura même pas le taux de croissance de l'année dernière, c'est-à-dire 2,5%. Autrement dit, nous sommes convaincus qu'une récession économique va frapper ce pays et les revenus vont plutôt baisser, car vous savez que le taux de la croissance réelle est calculé en déduisant du taux de croissance économique déclaré, le taux de croissance démographique. Nous savons que les Guinéens ont un effectif qui s'accroît de 3,2% chaque année. Donc cela veut dire que quand le taux de croissance est inférieur à ce taux d'accroissement démographique, les revenus des Guinéens baissent. Autrement dit, ça progresse tous les jours un peu plus. Donc nous sommes exactement dans cette logique. Et pour pouvoir changer cette situation, nous de l'opposition, nous comptons sur une véritable alternance. Parce que malgré tous nos appels, malgré les dénonciations, malgré les mises en demeure, la gouvernance de ce pays ne fait que s'aggraver, tant au politique qu'à l'économique, qu'au social, qu'au culturel, qu'au judiciaire, qu'au sécuritaire. Donc nous avons compris que la seule solution pour que notre pays rejoigne le peloton de tête des pays de la sous-région, comme l'y autorise ses moyens, ses ressources, son potentiel, c'est l'alternance politique. C'est pour cette raison que l'opposition guinéenne s'est investie à fond pour qu'il y ait des élections transparentes dans ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que ce dialogue a été initié il y a quelques mois, au mois de juillet, au Palais du Peuple. C'est pour que des conditions de délai de transparence soient réunies afin que les élections à venir, que ce soit les élections locales, communales ou les élections présidentielles, puissent connaître un minimum de transparence, afin que les suffrages que les Guinéens vont exprimer ne soient détournés et ne soient pas détournés et aillent vers les choix en partie et en personne des Guinéens. C'est pour cette raison que nous avons quitté le Parlement provisoirement. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous allions jouir pleinement de notre droit de manifestation de cortège, mais si le dialogue ne se nouait pas. Et c'est seulement après cela qu'un dialogue a pu s'organiser. Mais où nous en sommes aujourd'hui après ce dialogue? Ce dialogue a eu lieu, il s'est terminé le 9 juillet. Bientôt 2 mois que ce dialogue aura été achevé, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un accord à signer encore. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène inédit dans le monde entier. On a vu des dialogues ne pas aboutir et se terminer sans accord. On a vu des dialogues se terminer par des accords signés et que ces accords soient violés. On n'a jamais vu un dialogue se terminer par un accord et que jamais il y ait une formalisation de cet accord par une signature. C'est la première fois en Guinée. Pour quelle raison? Parce que les avancées significatives auxquelles on était parvenus, changement de l'opérateur technique, exclusion de Sabari du processus électoral, et précisément de la CENI, mise en place d'un cours de juge
au niveau du tribunal de première instance de Dixine, pour traiter en priorité les cas de violences qui ont été exercées contre les militants et les sympathisants lors des dernières marches, pour que les coupables et les commanditaires soient amenés devant les tribunaux et qu'ils puissent donc, au terme d'un procès équitable, purger les peines prévues par notre cadre légal. Que ce soit la neutralité du service public, avec le libre accès aux médias d'État, par tous les courants de pensée et d'opinion, par tous les partis politiques, par toutes les sensibilités, et tout ceci connaît aujourd'hui le jet d'un blocage. Et pendant que cela est bloqué, et que le président de la République s'est opposé à ce que sa mouvance et son gouvernement apposent leur signature au bas de cet accord, de se relever des conclusions, puisque c'est lui seul qui pouvait l'empêcher, dans la mesure où un accord consensuel total avait été trouvé sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Maintenant, on est dans une situation de blocage politique. Le comité de veille auprès de la CENI et le comité de suivi qui devait résulter de cet accord politique, ces comités ne sont pas installés. Et dans le même temps, la CENI a commencé, comme à l'accoutumée, sa fuite en avant en déroulant tranquillement un chronogramme à l'abri des partis politiques de l'opposition, à l'abri du regard des partis politiques de l'opposition, qui ont été mis cette fois-ci encore, comme d'habitude, devant une situation de fait accompli. C'est pour cette raison que lorsque nous sommes rendus à l'invitation de la CENI, la dernière fois, nous avons été présents, certes, mais nous avons dit que nous ne pouvions pas participer à cette réunion, qui se contentait de faire un compte rendu d'activités importantes et décisives posées par la CENI, puisque ces activités avaient des répercussions directes sur la transparence du scrutin, donc sur la qualité, sur la crédibilité de notre succès électoral. Nous avons donc quitté la salle pour cette raison. Nous nous attendions à ce que la CENI nous invite pour qu'on puisse se rencontrer et discuter ensemble de ce contentieux, pour qu'on voit dans quelle mesure contourner le sabotage du dialogue, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous avions estimé qu'il y avait une possibilité de créer un cadre de concertation au niveau de la CENI, à travers un comité technique de suivi qui serait auprès de la CENI, indépendamment du dialogue qui avait disposé qu'un comité de veille allait être créé à cet effet. Mais la CENI a préféré venir faire une conférence de presse pour justifier ces graves manquements aux principes démocratiques, plutôt que pour essayer de tendre la main aux partis politiques et travailler avec eux. Dans tous les pays du monde, les organes de gestion des élections, que ce soit des commissions électorales indépendantes ou que ce soit l'administration publique, il y a toujours eu un travail participatif, un travail de concertation entre ces organes de gestion des élections et les partis politiques. Il y a des gens qui arguent que la CENI est indépendante et qu'étant indépendante, elle peut faire ce qu'elle veut. Je rappelle que la CENI est un organe technique. Elle a une composition politique